Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, il y a des élections municipales en France, avec un premier tour dans une quinzaine de jours, et Michel Delbard a été retenu pour ces raisons électorales. Je voudrais ici faire une courte présentation en essayant de rebondir sur tout ce que nous avons pu entendre au cours de la séance inaugurale. Nous avons, pendant toute l'année 2013, travaillé et en particulier la plateforme de suivi Europe 2020 du CDR, qui a procédé à une évaluation de la stratégie Europe 2020 et de ses initiatives phares. Ce processus comprenait à la fois une enquête sur les attentes des autorités locales et régionales vis-à-vis de la révision à mi-parcours de la stratégie 2020. Cela a suscité plus de 1000 réponses. 8 conférences ont permis à des représentants locaux et régionaux, les responsables politiques nationaux, des fonctionnaires et des experts de l'Union européenne pour évaluer de manière approfondie les initiatives phares. Les fruits de ces travaux ont alimenté la déclaration d'Athènes, dont on vient de longuement parler, ainsi que le rapport détaillé sur l'évaluation à mi-parcours qui a été remis, qui a été adopté, je crois, hier ou avant-hier et qui est distribué sur place. Quelles en sont les lignes de force et les revendications majeures? Je voudrais ici en retenir 5. La première, c'est que, malgré les dispositions constitutionnelles et des degrés de compétences et de ressources différents, les autorités locales et régionales de l'Union européenne ont joué un rôle clé dans la plupart des domaines d'action englobant la stratégie Europe 2020. Deuxième ligne de force, du point de vue régional et local, cette stratégie Europe 2020 a eu le mérite d'exister car sa valeur ajoutée a été surtout sa dimension qu'on peut qualifier de soft power, c'est-à-dire d'avoir fourni aux collectivités territoriales un cap européen pour leur propre stratégie de développement, c'est-à-dire en particulier l'établissement de priorités politiques, économiques, sociales et environnementales mesurables. En même temps, du fait de la diversité de ces collectivités, le résultat sur le terrain produit des résultats très différenciés. Un certain nombre de collectivités territoriales, je citerai la France, la Catalogne ou Aberdeen en Écosse, sont capables aujourd'hui de développer des stratégies de développement holistique. D'autres régions n'ont tout simplement pas la capacité de développer leur propre stratégie qui reflète cependant tous les objectifs de la stratégie Europe 2020. Troisième ligne de force, qui est, de mon point de vue, une des plus importantes. Les données qui sont aujourd'hui disponibles indiquent que près de 4 ans après le lancement de la stratégie Europe 2020, force est de constater qu'il y a peu de progrès vers les objectifs qui avaient été fixés, tant au niveau de l'Union européenne que des États membres respectifs. Pire encore, les écarts entre les régions se sont creusés. Le prochain rapport sur la cohésion, dont la publication est imminente, devrait éclairer ce point, sachant que ce rapport n'est malheureusement que triannuel et que le suivi en continu des indicateurs de la stratégie Europe 2020 au niveau régional est rendu particulièrement difficile par le manque de disponibilité complète et en temps opportun des données au niveau régional. Mais l'enjeu, à quelques semaines des élections européennes, est cependant plus profond encore. Pendant plusieurs décennies, l'Union européenne a été synonyme de plus grande intégration économique grâce aux 4 grandes libertés de circulation. Cette intégration a alimenté la convergence des revenus et des niveaux de vie entre les pays et au sein des pays et a valu à l'Union européenne d'être caractérisée comme une machine de convergence unique au monde. Ce processus de convergence a ralenti et même régressé
comme la Commission l'admet elle-même dans son rapport. L'enjeu est donc de relancer l'intégration et la machine de convergence de façon anticyclique, sinon nous verrons nos concitoyens s'éloigner de plus en plus de l'Europe. Quatrième idée force, au-delà des statistiques et de ce qui peut relever des aléas économiques ou politiques, je ne citerai que pour mémoire aujourd'hui l'actuelle situation en Ukraine, la stratégie Europe 2020 est avant tout un cheminement et une méthode. Je réitère donc ce qui est dit dans la déclaration d'Athènes. Pour maximiser les potentiels économiques et les convergences tout en évitant un modèle économique unique, en respectant les diversités et en assurant une approche plus inclusive, démocratique et partenariale, nous réclamons, nous, CDR, que la stratégie Europe 2020 soit dotée d'une dimension territoriale qui fixe des objectifs différenciés en fonction des territoires, de sorte que les régions et les villes puissent contribuer à la réalisation des objectifs nationaux en s'appuyant sur leur situation de départ et leur potentiel. Cela signifie, par exemple, que la Commission publie régulièrement, en amont de l'examen annuel de la croissance, un rapport sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre des objectifs révisés de la stratégie Europe 2020 au niveau local et régional. Dernière ligne de force, il est bien sûr évident que les finances sont la source de toutes les batailles. Deux paramètres sont à garder à l'esprit. D'une part, les collectivités territoriales comptent pour près de la moitié de l'investissement public dans l'Union européenne et d'autre part, entre 2010 et 2012, la capacité d'investissement des collectivités territoriales sur fond de crise et de régime d'austérité a reculé de plus de 20%. Il sera donc d'autant plus important de s'assurer que l'exécution des fonds structurels dont le menu des investissements possibles est déterminé aux 2/3, je le rappelle, par la stratégie Europe 2020 soit maximale et se fasse sur la base de stratégies territoriales intégrées. Permettez-moi d'ajouter une sixième conclusion à titre personnel. Je suis convaincu qu'il y a certainement de la marge pour plus d'ambition sur le volet social de la stratégie, notamment sur l'appréhension européenne de la précarité. Je citerai un seul exemple, celui du domaine énergétique. Je pense aussi qu'il y a de la marge pour faire en sorte que la stratégie Europe 2020 infuse plus systématiquement dans toutes les politiques de l'Union, sachant que certaines, comme celle de la concurrence, sont peut-être restées jusqu'ici trop à l'écart. Au terme des retours obtenus par la plateforme Europe 2020 du Comité des régions, de la part d'un nombre très représentatif de collectivités territoriales, nous pouvons tirer 3 conclusions. Cette stratégie Europe 2020, malgré des résultats très moyens, a eu le mérite d'exister. Cette stratégie doit encore faire ses preuves. Cette stratégie doit à la fois faire l'objet d'une révision substantielle, tout en consacrant l'existence au niveau de l'Union européenne d'un cadre d'action cohérent en matière de politique économique, sociale et environnementale. Un cadre d'action qui, je le rappelle, et ça a été rappelé tout à l'heure par Mercedes Bresso, qui d'ailleurs n'a pas, à ma connaissance, d'équivalent à l'échelle mondiale. Cela, bien sûr, mérite un vrai débat démocratique et participatif, plutôt que des arrangements au petit matin au niveau du Conseil européen. Je vous remercie.